Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Georges Déthié. Au sommaire, le crash à Missirah d'un hélicoptère de l'armée. 1 an aujourd'hui et l'enquête n'est toujours pas bouclée. L'accident avait fait 8 morts. Paralysie du système scolaire dans le département de Bignona. La sanction contre l'administration du lycée Aoun-Sané continue de faire des vagues. La hausse du prix du ciment, hausse justifiée, mais les autorités n'excluent pas un nouvel arrêté pour bloquer le prix. Le dur quotidien des malades du rein à Diourbel, 50 patients en attente d'être dialysés. Dans ce midi, l'actualité internationale. Bonjour Nafissa Toussila. Bonjour Georges Déthié Diop. République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi gracie 700 prisonniers politiques dont l'avocat Firmin Yangambi, arrêté en 2009 et condamné à la peine de mort, et Franck Djongo. L'économie centrafricaine menacée d'asphyxie, des camions de marchandises bloqués à la frontière entre le Cameroun, un barrage rebelle serait à l'origine. En Algérie, Noureddine Bedoui promet un gouvernement d'experts et annonce une conférence nationale sur la réforme de la constitution algérienne. Les sports, l'affaire de Soda Thiam. Bienvenue Soda. Merci Georges Déthié Diop. Handball éliminatoire Jeux africains seniors. Le Sénégal en pleine préparation en stage interne depuis lundi à Thiès. Vous aurez le sélectionneur des Lions, Djibi Diagne. La double sélection de Djali Kobali et de Crépin Diataché. La sélection A et la sélection olympique fait toujours débat de l'avis du journal sportif du quotidien Record. Ces deux joueurs seraient beaucoup plus utiles avec les Lions olympiques, dit Hubert Maing. Ligue Europa, 8e de finale, retour ce soir. Vous aurez on aura des matchs de choc, Georges Déthié Diop, avec notamment des Sénégalais qui seront en lice cet après-midi. Ismaël Assar et Mbaye Nyang, précisément le développement de tout cela aux alentours de 12h20 à suivre la chronique du jeudi Abdoulaye Ndiaye, la revue de presse, le point de vue aujourd'hui sur la prise en charge des maladies chroniques, le prétexte, la célébration ce 14 mars de la journée mondiale du rein, débat vers midi 30. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cet accident de la circulation à Ziguinchor, un véhicule d'intervention des sapeurs-pompiers s'est renversé sur la voie des 54 mètres. Bilan, 5 blessés admis aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor alors que les autres sont présentement en observation au service de soins du camp militaire de Ziguinchor. Au total, une quinzaine de soldats du feu étaient à bord du véhicule citerne qui les transportait. La police et la gendarmerie sont sur place pour les constats d'usage. Une enquête est ouverte. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le crash d'un hélicoptère de l'armée sénégalaise, c'était il y a 1 an, jour pour jour, le 14 mars 2018. 9 personnes sont mortes dans cet accident. L'appareil revenait d'une mission sociale à Ziguinchor pour l'inhumation d'un frère de l'ancien ministre Robert Sagna. 1 an après, l'ex-maire de Ziguinchor, qui a perdu 6 membres de sa famille dans ce crash, révèle que l'enquête n'est pas encore bouclée. Elle se poursuit toujours pour déterminer les causes de l'accident. Robert Sagna ajoute que les rescapés sont bien pris en charge par l'État. Il est interrogé par El Hadj Ndiogoudien. Le ministère des Forces armées, le chef d'état-major chargé des transports aériens, de l'armée de l'air, le gouvernement d'une manière générale fait ce qu'il a à faire. On n'a pas noté de difficultés majeures. Les choses se poursuivent au point de vue de la prise en charge. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'hôpital ici à Dakar. 2 ou 3 sont à l'étranger pour parfaire leurs soins. Les choses se passent normalement. L'assurance a été saisie et cette assurance est en train de faire ce qu'elle a à faire. Déjà, certaines victimes ont commencé à percevoir leurs indemnités. Il n'y a pas de difficulté majeure. Autrement dit, les choses se passent normalement. On sait que le président de la République avait ordonné l'ouverture d'une enquête après ce crash de Missirah. 1 an après, est-ce que vous avez des informations sur cette enquête? Nous avons des informations comme quoi l'enquête se poursuit et n'est pas achevée. Elle est longue, c'est vrai, mais
Elle se poursuit et n'est pas arrêtée. Nous attendons donc les conclusions de cette enquête pour savoir exactement les causes de cet accident. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de résultats, nous attendons. Et ce que je sais, c'est que le gouvernement fait ce qu'il a à faire. La famille de Robert Sagna organise d'ailleurs une cérémonie de prière à la mémoire des victimes du crash de Missirah. Une messe est prévue à partir de 18h30 cet après-midi donc à l'église des martyrs de l'Ouganda. Perturbation des enseignements dans le département de Bignona, cela du fait d'une grève des enseignants membres de la coordination locale du G6. Ils continuent de dénoncer la sanction contre l'administration du lycée Aoun-Sané dans l'affaire de la mention politique sur les copies des élèves. Un plan d'action régional mais également national est en gestation pour contraindre l'inspecteur d'académie à revenir sur sa décision. Là-dessus, Yankoba Badji, le coordinateur du G6 à Bignona, il est au micro de Lamine Bah. Nous allons lancer un appel à l'IA et aux autorités par rapport à cette décision, mais nous constatons que toujours l'autorité maintient sa position. C'est pourquoi nous sommes obligés de lancer ce premier plan d'action et d'attendre pour pouvoir pousser l'autorité à revenir sur sa décision, à reconsidérer, comme on l'a dit, sa décision de relever ses camarades au lycée, à savoir le proviseur, le censeur et le surveillant. Le plan d'action démarre jeudi 14 par un débrayage à 9h dans tout le département de Bignona et le vendredi, c'est une grève totale. Et je précise que c'est un premier plan d'action parce que nous envisageons, dans la semaine qui vient, passer au niveau régional, faire observer à toute la région le plan d'action et maintenant, nous attendons également un soutien du G6 national par rapport à cette question, jusqu'à satisfaction de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que pour l'intérêt de l'école, l'IA doit reconsidérer sa position. On ne voit rien qui puisse empêcher à l'IA de revenir et de prendre d'autres mesures administratives qui peuvent stabiliser et éviter tous ces désagréments. C'est ça la réalité. Midi 6 minutes, le prix du ciment connaît une hausse de 3 500 francs CFA sur la tonne depuis hier. Une décision prise par les cimentiers qui n'enchantent guère les autorités. Elle n'exclut pas de prendre un nouvel arrêté pour bloquer le prix du ciment. Toutefois, cette hausse décidée par les cimentiers est bien justifiée selon des sources autorisées. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est censé être autorisé. Cette règle de droit, les cimentiers semblent l'avoir bien assimilée, profitant du vide noté après l'expiration de la période de 2 mois qui avait été fixée par arrêté du ministre du Commerce en octobre dernier pour le blocage des prix du ciment. Ils ont revu à la hausse leur prix. La tonne de ciment est ainsi passée de 58 000 à 61 500, soit 3 500 francs de plus. Ils évoquent un énorme manque à gagner à cause de la taxe de 3% sur le ciment fixée par l'État depuis plus de 2 ans. Une taxe qui devait être répercutée sur les prix, mais différée chaque fois par l'État pour soutenir les consommateurs. Des sources autorisées soutiennent que les cimentiers ont bien le droit d'augmenter leur prix parce que la loi ne le leur interdit pas, puisqu'il n'y a aucune mesure de blocage en vigueur. Cependant, l'État entend faire preuve de fermeté en renouvelant son arrêté de blocage du prix du ciment à son montant initial dans les brefs délais. Les autorités qui comptent également poursuivre les discussions avec les 3 cimenteries du pays pour une solution concertée. Ce dossier du ciment, selon nos informations, est géré au plus haut niveau par le Premier ministre en compagnie du ministre du Commerce et les 2 hommes multiplient les rencontres. Objectif, cimenter les rapports avec les cimentiers pour mettre fin aux hausses répétées du produit régulièrement notées ces derniers mois. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi, Georges Détié-Diop. Alors qu'on célèbre la journée mondiale du rein à Diourbel, 50 malades sont en attente d'être dialysés. 25 sont en traitement pour un total de 1425 séances. De Diourbel, la correspondance de Babacar Diouf. Diourbel, à travers son centre d'hémodialyse, soigne les malades atteints d'insuffisance rénale. Un certain nombre de personnes en ont déjà bénéficié, selon le docteur Mamadou Lamine Dia, le directeur. Est fonctionnel, ouvert, en tout cas pratiqué par les malades depuis avril 2018. Donc on est à quelques mois de fonctionnement et aujourd'hui il y a 25 malades qui sont en train de se faire dialyser au niveau du centre de dialyse de l'hôpital régional de Diourbel avec une vingtaine de générateurs. Pour vous dire que le centre est fonctionnel et opérationnel et aujourd'hui c'est en tout cas une offre de service nouvelle que dispose l'hôpital régional de Diourbel pour les malades atteints d'insuffisance rénale chronique. Et la dernière fois, lorsqu'on a fait le point sur la liste d'attente, il y a encore 50 malades qui sont encore sur la liste. L'hôpital a besoin de personnes qualifiées
en nombre suffisant. Actuellement, il y avait un problème d'électricité qu'on a dépassé. Pour la dialyse également, c'est une maîtrise de l'eau. Ce problème également est en train d'être dépassé. Mais il nous faudra quand même des ressources humaines supplémentaires qui puissent nous permettre, pour l'hôpital de Diourbel, de finaliser toute la liste d'attente. Au moment où je vous parle, il y a 2 médecins néphro, dont un titulaire. Il y a un stagiaire de néphrologue qui est là pour 6 mois. Il y a un technicien supérieur en néphrologie. Cette journée y est marquée par des consultations gratuites à l'endroit des populations de la région. Diourbel, RFM, Babacar. Un atelier de sensibilisation sur le processus de fabrication des bouillons alimentaires, c'est depuis ce matin à la polyclinique de Médina. Alors, à l'occasion, un focus sur l'utilisation de ces remontrants de saveur au Sénégal, c'est connu. Beaucoup parmi nos ménagères mettent 4 à 5 boules dans un seul plat. Des abus très dangereux pour la santé, hypertension artérielle, diabète, cancer. La liste des maladies n'est pas exhaustive. Alors, notre reporter a posé la question de savoir si nos ménagères étaient conscientes du danger qui les guette. Voici le reportage de Mohamed Ali Bouba. Adia Mamastou a la 60aine. Depuis quelques années, elle traîne une jambe amputée à cause du diabète. Désormais, 6 journées, elle les passe à vendre du savon, des détergents et autres effets de ménage. Pour elle, les bouillons alimentaires ne sont pas étrangers à sa situation. On fait des 5 équipes. Au commencement? Oui, mais après on a limité tout. Depuis que vous êtes malade? Oui. Moi je ne mange pas ça, je ne mange pas de riz, je ne mange pas d'équipe. Vous avez arrêté tout ça? Oui, j'ai arrêté tout. Et vous pensez que c'est lié un peu à ça? Hein? Ah, c'est responsabilité, c'est l'équipe qu'on mange seulement. C'est l'équipe qu'on mange seulement qui a fait ça. En quelques années, ces produits industriels se sont imposés dans nos assiettes au détriment des condiments traditionnels élaborés à partir d'épices et d'ingrédients simples et naturels. Ils relèvent un peu le goût, mais consommés en excès, ils sont responsables de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Ayamam Sey propose chaque matin des petits déjeuners à ses clients. Elle dit en être consciente. Si on prépare, on met un dans le repas, ou bien dans le dîner, ou bien dans le déjeuner, ça va nous donner un peu de santé. Un cube de bouillon de 10 grammes contient entre 1 et 6 grammes de sel, soit plus de la valeur journalière recommandée par l'OMS. Et au Sénégal, il n'est pas rare de voir une ménagère mettre 4 à 5 bouillons dans un seul plat et y rajouter du sel de table aussi. Intéressons-nous à présent aux appareils de radiothérapie à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye. Eh bien, tout semble aller pour le mieux pour les malades et le personnel. Les activités se déroulent normalement avec les normes requises dans le traitement par radiothérapie des cancers. Après 9 mois d'activité, près de 300 malades sont passés à travers les machines de dernière génération à l'hôpital Dalal Diam. Mbaye l'a constaté des visu. Dans l'une des salles de radiothérapie de l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye, une femme d'une 60aine d'années, habillée d'une blouse bleue, est allongée sur la table de la machine, les bras tendus, la tête bien posée grâce à un coussin sous la nuque. La patiente, on la voit à travers les images de l'écran installé en dehors de la salle et supervisé par un groupe de techniciens qui peuvent communiquer avec elle à travers des micros. Dans la salle, une fois la séance de 10 minutes de radiothérapie lancée, seule la patiente reste sur place et reçoit sa dose de rayons orientée sur les parties de son corps malade, la gorge, plus précisément le larynx. Elle sort de la salle et ensuite de là. Ça y est, la séance est terminée pour aujourd'hui et elle retourne tranquillement vers les boxes réservées aux patients pour se rhabiller. Elle se sent mieux visiblement et réussit à le dire avec quelques mots. Lansana accompagne son père qui souffre de cancer. Actuellement, il est en salle de radiothérapie et lui l'attend tranquillement dans cet espace aménagé pour les patients
et les accompagnants de malades. Il est content de la qualité des machines de radiothérapie. Auparavant, donc, il ne pouvait pas marcher, mais lorsqu'il est venu ici, aussi, il avait même des problèmes pour reconnaître les gens. Mais depuis qu'on est entré ici, on peut dire alhamdoulilah. Vous venez depuis quelques mois? Oui, le deuxième mois qu'on est ici. Mais depuis qu'on est venu ici, on voit que la radio là, vraiment, c'est extraordinaire. 9 mois après l'installation des 2 accélérateurs linéaires de radiothérapie à l'hôpital Dalal Diamo de Guédiawaye, les malades se disent satisfaits du déroulement de leur traitement et espèrent guérir de leur cancer. Les addictions, on en parle. La dépendance à une substance ou à une activité, l'addiction, un danger souvent pour la santé, le comportement social et même la santé mentale. Et dire que le quotidien de certaines personnes est lié à des produits dont elles ne peuvent pas se passer. Kumbaba a recueilli leurs confidences. Rencontré à la SICAP Amitié 2, Cherfal, la cinquantaine, fume depuis sa jeunesse. Une habitude dont il ne peut pas se passer. Ça me dérange, ouais. Si je ne le prends pas, je ne suis pas moi-même. Ouais, c'est un excitant, mais c'est bon pour la santé aussi parce que ça descend la fatigue. Si vous ne le prenez pas, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis fatigué, j'ai tout le corps qui me fait mal. C'est un stimulant quoi, pour qu'on puisse descendre la fatigue, parce qu'on transpire beaucoup. Face à de nombreuses difficultés qu'il a rencontrées au sein de sa famille, c'est le seul refuge qu'il a trouvé. Bon, c'était des problèmes de famille. Comme nous me c'était des problèmes de famille, tu sais. Quand tu as des frères, je suis le dernier de ma famille. Mais ils ne m'ont jamais aidé. Une fois, ma mère les a dit, pourquoi vous n'achetez pas des habits à votre frère? Ils ne nous demandent pas. Mes frères ont commencé à m'amener des problèmes. Je ne peux pas vous expliquer ce qui était dedans. Ou bien je vous explique. Ça dépend de vous. Waouh, ils m'ont empoisonné. Mamadou Ndongo, lui, se refuse à toute dépendance car il tient à sa santé. Je n'ai jamais bu de l'alcool, je n'ai jamais fumé de la cigarette. Et je déteste ça aussi. Parce que je sais que c'est un phénomène très dangereux pour la santé. Ça tue. Ça, on ne peut pas nier ça. Entre l'alcool, la cigarette, le thé ou même les drogues, ils sont nombreux à ne pas pouvoir s'en passer. Même s'il y en a qui résistent pour ne pas être dépendants. Le prétexte de ce reportage, la 21e édition de la Semaine du cerveau qui prend fin dimanche. Midi 16 minutes, vous l'avez remarqué, ces derniers jours, la qualité de l'air s'est fortement dégradée. Beaucoup de poussière dans la capitale, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. La situation fait l'affaire des laveurs de voitures. Ils voient leurs recettes journalières doubler, voire tripler. Aïssatou Diak. Trouvé dans un parking, Ousseynou Ngom confie qu'il fait de bonnes affaires en cette période de poussière. Vraiment, ça marche ces temps-ci. Tu vois un automobiliste laver 2 fois son véhicule. Ceux qui ne venaient pas laver leur véhicule viennent régulièrement maintenant. Cet autre laveur de véhicules, Mamadou, lui, a vu ses recettes journalières considérablement augmenter. Cette situation est vraiment avantageuse parce que je gagne 4 000 à 5 000 francs. Vraiment, ça nous arrange parce que c'est notre métier. Bouba soutient que certains automobilistes ne lavent pas leur véhicule parce que ça redevient sale. Il y a des gens qui ne lavent pas leur véhicule tout le temps pour éviter que ça devienne sale à nouveau. Ils préfèrent enlever juste la poussière. Comme dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La poussière à Dakar n'est pas du goût des populations, mais les laveurs de véhicules, eux, y trouvent leur compte. RFM, la radio de toute l'actualité. L'après-présidentiel et le positionnement des uns et des autres, le MPD Ligué dénonce l'attitude de certains partis de la mouvance présidentielle qui réclament des postes ministériels ou annoncent leur candidature à la prochaine présidentielle. Du chantage, et Aliou Sow appelle à la retenue. Dans un contexte marqué par la réélection avec éclat d'un chef d'État, dans le cadre d'une grande coalition politique, qui n'a même pas encore prêté serment, encore moins formé sa nouvelle équipe gouvernementale, que des sons de cloche dissonants fusent de partout dans son propre camp, parlant tantôt de réclamation de postes ministériels, comme si pour exercer une sorte de chantage, et donner ainsi à l'opinion la preuve que les hommes politiques sont là que pour eux, pour se partager des postes et des avantages et des privilèges au détriment du peuple, ou annoncer publiquement et de façon péremptoire la présentation de candidats d'un parti à l'élection de 2024, mais ou bien annoncer ça et là, urbi orbi, des hommes et des femmes qui doivent être qualifiés pour la succession de présidents qui n'ont même pas encore demandé son mandat. Mais tout cela crée une confusion générale et sape déjà la cohésion de la coalition au pouvoir. Non seulement c'est un chantage, mais également ça participe à anéantir beaucoup d'efforts et à affaiblir la capacité de l'équipe
gouvernante de pouvoir satisfaire de façon convenable les attentes des populations. Est-ce que vous ne pensez pas que ces partis, après avoir soutenu le président Macky Sall qui a été réélu, ont le droit d'avoir des ambitions? Mais ces partis ont le droit d'avoir des ambitions, mais bien entendu, c'est pour ça que ces partis peuvent également se dissocier de la coalition et aller tracer leur voie pour aller à la conquête du pouvoir suprême. Ils ont le droit. L'ancien ministre Aliou Sow, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, il était l'invité de RFM Matin. RFM. L'actualité internationale. Elle est bien là. Bonjour Nafissa Toussila. Bonjour Georges Détier. L'actualité internationale en Centrafrique, des camions de vivres et de marchandises bloqués à la frontière avec le Cameroun et cela peut impacter sur l'économie. En effet, l'économie centrafricaine est menacée d'asphyxie. La cause, un barrage érigé par les rebelles du FDPC d'Abdoulaye Miskine qui empêche depuis une semaine à des dizaines de camions chargés de marchandises d'accéder en Centrafrique. C'est précisément à Garoua-Boulaye, une ville camerounaise frontalière avec la RCA. Un corridor très emprunté. Les rebelles protestent contre la formation d'un gouvernement inclusif au sein duquel ils ne sont pas représentés. La fermeture de cet axe, unique voie de ravitaillement de la capitale centrafricaine en marchandises et articles divers, n'est pas sans conséquence. Les opérateurs économiques, mais aussi les consommateurs seront impactés en raison de la hausse du prix des denrées qui se raréfie, Georges. En République démocratique du Congo, 700 prisonniers politiques graciés par le président Félix Tshisekedi. Une promesse tenue. Le président congolais Félix Tshisekedi a signé les ordonnances visant à libérer Firmin Yangambi et Franck Djongo, entre autres prisonniers politiques, 700 au total. L'opposition a par contre déploré qu'Eugène Diomi Ndongala, un autre prisonnier politique, n'ait pas été concerné par cette décision. Aram Falchoun. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi ordonne la libération de 2 prisonniers politiques emblématiques. Décision annoncée hier par le directeur de cabinet du chef de l'État et qui par ailleurs concerne environ 700 autres personnes sur l'ensemble du territoire. Les 2 opposants Firmin Yangambi, condamné à mort, et Franck Djongo ont été graciés par le président de la République après des années de requêtes de l'opposition. Un autre prisonnier politique, Eugène Diomi Ndongala, proche du président Tshisekedi, figurait également parmi ceux pour qui l'opposition sollicitait une grâce présidentielle, mais n'en a pas bénéficié, ce que déplore l'opposition. Cette ordonnance de libération des prisonniers politiques et d'opinion faisait partie des recommandations du Conseil national de suivi de l'accord politique, CNCA, afin d'apaiser les tensions. Selon le cabinet présidentiel, la libération d'Eugène Diomi Ndongala n'est que partie remise. Une autre procédure devrait être suivie pour lui. La situation en Algérie, les revendications de la jeunesse seraient la ligne directrice du gouvernement. Des propos de Noureddine Bedoui lors de la première conférence de presse et il promet un gouvernement où les jeunes et les femmes seront bien représentés. Un gouvernement d'experts, c'est ce que promet le nouveau premier ministre algérien Noureddine Bedoui lors d'une prise de parole très attendue, mais en avant la femme et la jeunesse algérienne. Salimata Aou pour les détails. 2 jours après le renoncement de Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat, le pouvoir en Algérie s'efforce de convaincre la rue sur son plan de réforme. Ce, à la veille d'un vendredi décisif pour le mouvement de contestation populaire. Le nouveau vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, propose une conférence nationale des réformes profondes et l'élaboration d'une nouvelle constitution avant l'organisation d'une présidentielle à laquelle Abdelaziz Bouteflika ne doit pas prendre part. Des annonces faites lors d'une grande interview diffusée hier à la radio nationale. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont négatives. Les manifestants reprochent à Lamamra et Brahimi d'être des produits du système. Le président Bouteflika assure qu'il ne s'agit pas de rester au pouvoir pendant quelques semaines ou quelques mois. Sa priorité absolue est de réunir les Algériens et de leur permettre d'aller ensemble vers un avenir meilleur. Les appels à manifester pour un 4e vendredi consécutif se multiplient sur les réseaux sociaux. Un changement radical est demandé et l'Algérie est aujourd'hui à un tournant dangereux, a estimé un ancien haut représentant de la Ligue arabe et de l'ONU. Salimata Aou et puis
le Kenya qui construit un mur à sa frontière avec la Somalie. Il ne s'agit pas d'un mur en béton, mais d'un amas de barbelés. Les Kenyans s'en offusquent bien sûr, mais selon les autorités, c'est pour se protéger des incursions des islamistes sur son territoire. C'est tout pour cette page internationale. Georges Détidio. Merci Nafissa Toussila, merci infiniment. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vers 12h35, nous allons parler de la prise en charge des maladies chroniques, le prétexte, la célébration. Aujourd'hui donc de la journée mondiale du rein. RFM Sport. La page des sports avec Soda Thiam. Soda, l'on démarre par du handball, les éliminatoires aux Jeux africains seniors, le Sénégal en pleine préparation. En stage interne depuis lundi, Georges Détidiop à Thiès, l'équipe nationale masculine du Sénégal affûte ses armes. 16 joueurs sont en regroupement. L'objectif fixé, remporter la première place et l'unique ticket qualificatif, selon l'entraîneur des Lions de handball, Djibi Diagne, que je vous propose d'écouter. Donc là, on est à notre 6e séance en 2 jours et demi. Donc là, le groupe est à 16 et on a un 3e expatrié de France qui doit nous rejoindre directement en Guinée. Bon, sinon, le stage se passe bien. Les joueurs sont investis. Et tout ce qu'on attendait d'eux depuis le stage de cet été-là qu'on avait organisé avec les joueurs locaux au mois de juillet. Bon, on a vu une certaine progression et donc la reconstruction de cette équipe masculine continue dans le bon sens. Chez les filles, oui, c'est les deux premières qui sont qualifiées. Par contre, chez les garçons, il n'y a qu'une place. Donc, et comme l'objectif c'est de se qualifier, donc on y va pour la première place. Bon, pour le moment, j'ai pas plus d'informations que ça sur nos adversaires, mais moi, je préfère toujours, comme je dis, me concentrer sur ce que nous avons. Et bon, il y a du potentiel et de la qualité. Mais je pense qu'on a toutes nos chances Inch'Allah, d'avoir cette qualification-là, parce que de toute façon, pour la poursuite de la reconstruction de cette équipe, ça passe forcément par une qualification aux Jeux africains. Mais pour le moment, on n'a pas encore toutes les informations pour savoir combien de pays seront présents. L'on change de discipline, football à présent. La double sélection de Diali Kabali Ndiaye et Crépin Diatta fait toujours débat. Soda. De l'avis du journaliste sportif du quotidien Record, ces 2 joueurs seraient beaucoup plus utiles avec les Lions olympiques. Hubert Mbang pense que l'équipe de Joseph Koto, sélectionneur de l'équipe nationale olympique, va vers une double confrontation très importante contre la Guinée. Une qualification pour la CAN U23 est en jeu, contrairement à la sélection A qui a déjà obtenu son billet pour la CAN senior. Hubert Mbang. C'est 2 matchs très importants, surtout que la CAN U23 est qualificative aux Jeux Olympiques. Et tout le monde sait que les Jeux Olympiques, le tournoi de football masculin des Jeux Olympiques, quasiment la compétition numéro 2 à l'échelle des nations après la Coupe du Monde senior. Donc c'est une compétition très importante. Je ne veux pas dire que les 2 matchs de l'équipe nationale A ne sont pas importants contre Madagascar et le Mali, mais nous sommes déjà qualifiés. Et d'après nos informations, on aura peut-être 2 autres matchs de préparation avant cette CAN. Donc durant la période le stage de préparation qui pourrait avoir lieu en Espagne. Donc je pense que Kobali et Crépin auraient pu être laissés à la disposition de Joseph Koto, même si par ailleurs, comme le dit Mayacine Mar, le directeur technique national, l'équipe nationale A est prioritaire. Comparaison n'est pas raison, mais au Maroc, dans une même situation, dans le même cas de figure que nous, Hervé Renard a quand même laissé 3 joueurs importants de son équipe à l'équipe nationale U23 du Maroc qui va jouer la RT Congo pour les qualifications à la CAN U23. Donc moi je pense qu'on aurait pu faire la même chose. D'ailleurs, exploiter notre potentiel pour les Olympiques. C'était Hubert Mbang, Georges Détidiop. Les nouvelles lois du football, on en parle aussi. Modification des lois du football, la réaction de l'ex-arbitre international Malang Diédhiou depuis le Qatar où il est en séminaire des instructeurs de la FIFA. Une des modifications concerne effectivement le remplacement d'un joueur qui est obligé de sortir par la ligne de démarcation la plus proche de là où il était pour éviter les pertes de temps. Deuxièmement, il y a aussi la possibilité d'annuler un but quand, par exemple, le ballon touche l'arbitre et immédiatement
l'équipe qui a marqué le but en profite pour marquer le but. Pour la balle à terre aussi, aujourd'hui on dit, si l'arbitre arrête le match par exemple, surtout pour le fair play, tous les autres joueurs, la balle à terre se fera qu'avec un seul joueur et les autres joueurs se mettront minimum à 4 mètres pour éviter les altercations. Et c'est l'équipe qui en dernier a touché le ballon qui aura l'avantage de la balle à terre. Il y a aussi la possibilité de donner un carton rouge ou jaune à ceux qui sont au banc, c'est-à-dire les officiels qui sont au banc, y compris les entraîneurs. Il y a aussi et surtout la suppression de l'élément intentionnel en ce qui concerne la faute de main. Aujourd'hui, l'arbitre n'aura plus à se mettre en tête si le joueur a joué intentionnellement ou pas. Cela ne veut pas dire que toutes les mains seront effectivement sanctionnées. Il y a des considérations qui sont maintenant prévues dans le texte qui permettent à l'arbitre beaucoup plus de se focaliser sur le physique que sur l'intention. Football en Europe, Soda, après la C1 hier. Aujourd'hui, l'Europa League, les huitièmes de finale retour, c'est cet après-midi. Avec des Sénégalais en lice, on démarre avec Naples de Kalidou Koulibaly qui avait battu à l'aller Salzbourg et sera en déplacement pour finir en beauté sans doute. Mais attention à la remontada Georges Diop de Salzbourg. 3-0, c'était le résultat de la phase aller. Chelsea aussi qui avait battu 3-0 à l'aller rend visite à Dynamo Kiev. Autres Sénégalais en lice, Mbaye et Ismaïla Sarr de Rennes qui avaient déjà pris une bonne option en phase aller avec 3-1. Croise Arsenal cet après-midi. L'Inter de Milan de Diao Baldé Keita accueille Francfort. Les deux clubs avaient fait match nul vierge lors de la phase aller. Pour les autres rencontres de ce soir, Benfica Dynamo Zagreb, Krasnodar Valence, Villarreal Zénith, Slavia Prague va croiser Séville. Et c'est tout pour cette page des sports. Merci Sodatiam, midi 31 minutes. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, la chronique de ce jeudi, Abdoulaye Ndiaye. Au risque en effet de paraître transgressif, de bousculer quelques certitudes que s'arrogent certains dans la pratique du journalisme, nous pensons parfois nécessaire dans cette activité de marquer un temps, de s'accorder une réflexion. En cela, ces rencontres de tours s'efforceront de thématiser des entraves auxquelles la profession est confrontée d'un pays à l'autre. Il sera établi que ces entraves sont d'ordre politique, économique ou social, qu'elles peuvent même se muer en menaces venant de quelques obédiences ou curies. Pour autant, l'on ne devrait pas occulter certaines dérives constatées dans la profession. Elles peuvent être caractérisées par la recherche du sensationnel excessif, le rapport difficile avec la quête d'objectivité, le primat du résiduel sur l'essentiel dans le traitement de certaines informations. Nous pourrons ajouter à cela un trop fort penchant de quelques-uns parmi nous à développer des relations presque consanguines avec les groupes politiques. À cet effet, le constat est unanime dans un pays comme le nôtre. La matière politique occupe de plus en plus le sommet de la chaîne des sujets journalistiques. La dernière présidentielle en est une illustration. Il a en effet consacré à longueur de journée et de soirée des occupations de plateaux de télévision, des studios de radio, ainsi que les meilleures pages de la presse quotidienne. Les tentatives de décryptage de discours politiques, plus que l'analyse d'actes ayant une signification utile pour le citoyen, ont souvent prédominé. C'était de l'affaire de présupposés spécialistes qui s'en donnaient à cœur joie. Pour dire que ces assises internationales sur le journalisme, au-delà d'évoquer les difficultés dans les rédactions, telles la précarisation ou l'inégalité genre et dans le traitement salarial, doivent être un moment de remise en question. Celle qui nous enlève toute présomption tendant à nous croire les modèles dans la société démocratique du seul fait de pratiquer une profession assise sur le principe de liberté. Paraphrasant un vieux confrère pris dans l'examen de sa conscience, nous dirons que ces rencontres de tours devront être des instants de vérité, où une corporation, la nôtre, si sûre d'elle, jalouse de cette liberté, devra se prendre la tête entre les deux mains, s'interroger sur les erreurs et parfois ses absurdités. C'est le meilleur legs qu'elle pourra laisser aux nouvelles générations de journalistes, victimes pour beaucoup d'entre eux d'empressement professionnel. RFM, reportage. Le reportage du jour sur ces femmes qui assurent seules l'éducation
et la subsistance de leurs enfants, cela du fait de l'absence ou du décès ou même de la démission des hommes. La société sénégalaise n'est pas tendre pour ces femmes qui souvent perçoivent un jugement négatif sur le mode de vie. Le reportage est signé Aram Falchoun. Mères célibataires, divorcées ou veuves, nombreuses sont les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Ces femmes, ainsi que leur progéniture, sont scrutées par l'entourage, par la société tout entière et souvent sévèrement jugées. C'est l'opinion de Madame Fay, divorcée et mère de 3 enfants, cadre dans une administration financière. C'est la pression sociale qui est la plus difficile, la responsabilité qu'on a prise d'éduquer les enfants toute seule, le regard de la société qui pèse sur nous et qui attend les résultats. Parce qu'après, quand on réussit, on oublie que c'est la mère qui s'est battue pour ça, on rend tout au père, mais c'est normal, c'est l'enfant de tout le monde, comme en Afrique, c'est comme ça. Pour celles qui assurent seules la subsistance de leurs enfants, les difficultés financières sont réelles. Il y a aussi les charges, parce qu'en général, selon la manière dont on s'est séparés, la femme se retrouve à supporter pratiquement toutes les charges liées à l'éducation et au suivi des enfants. Et donc fait tout pour que nos enfants n'aient pas de frustration par rapport aux autres enfants qui sont entre papa et maman. Donc voilà. Sous le couvert de l'anonymat, cette veuve, mère d'enfants âgés de 4 à 16 ans, nous confie qu'elle peine à subvenir aux besoins de sa famille avec la maigre pension qu'elle perçoit depuis le décès de son mari. La pension qu'on nous verse est insignifiante. Quand je l'aperçois, j'ai déjà contracté plein de dettes. Et donc, elle me sert surtout à les rembourser. Je suis obligée d'emprunter de l'argent par-ci, de vendre quelques marchandises par-là pour survivre avec mes enfants. Soumise au jugement social, à de lourdes responsabilités financières et à une solitude qui ne dit pas son nom, le quotidien des mères seules est fait de sacrifices et de privations au bénéfice de leurs enfants. RFM, la presse du jour. Georges Détié-Diop. Madické Niang n'est plus député. L'observateur est catégorique. L'un des candidats malheureux à la présidentielle du 24 février dernier quitte l'Assemblée nationale. Alors que le journal Les Échos indique qu'il va envoyer une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui annoncer qu'il rend le tablier, l'Obs publie le document en question et affirme que l'avocat dépose aujourd'hui sa lettre de démission sur le bureau de Moustapha Niasse. Conséquence, l'observateur souligne que la procédure pour la déchéance de son mandat de député enclenchée par le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie n'a plus d'objet. Madické Niang a pris les devants en écrivant à Moustapha Niasse. Pendant ce temps, Idrissa Seck continue de contester la victoire de Macky Sall à l'élection présidentielle. 3 semaines après le scrutin, c'est hier que le patron de Rewmi a remis ça. Et les journaux se font l'écho de sa sortie et ses propos largement relayés. Nous sommes face à un régime qui veut confisquer la volonté populaire. Les populations ont montré leur désir de changement et nous ont donné une victoire claire et nette que le régime veut confisquer. Le sens de la responsabilité et le recul nous ont amenés à ne pas verser dans la violence. Et vous n'avez entendu aucun débordement venant de nous. Nous avons bien cité le candidat de la coalition IDI 2019, qui exige par ailleurs la libération de Khalifa Sall et de ses militants, qui demandent aussi le maintien de l'unité d'ensemble affichée par l'opposition. Du coup, sa sortie d'hier est diversement appréciée par la presse. Selon enquête, IDI s'explique. Le quotidien fait état du second tour de IDI. Pour Sud Quotidien, IDI maintient son second tour. Vox Populi affirme que IDI réclame toujours sa victoire confisquée. Selon Rewmi, IDI ignore la main tendue de Macky Sall et annonce la publication prochaine d'un livre blanc. Et dire qu'entre l'ancien Premier ministre et le colonel Kébé, ce n'est plus le parfait amour. Du moins si l'on en croit Direct Info, pour qui la fin du compagnonnage s'annonce. La raison, selon le journal, le colonel Kébé, qui est placé sous contrôle judiciaire après avoir été gardé à vue, le colonel Kébé est très remonté contre son mentor qui, selon Direct Info, n'a pas daigné faire le déplacement pour s'enquérir de sa situation. Le journal fait savoir que le colonel et sa famille dénoncent l'ingratitude du président du parti Rewmi. Et ce rapport du département d'État sur les droits humains au Sénégal. Tribune apprend que les États-Unis mettent en relief plusieurs sujets majeurs. Tribune souligne que du meurtre de l'étudiant Falloussen par un élément de la gendarmerie et les personnes qui meurent en détention, c'est la culture d'impunité qui épargne les autorités présumées coupables qui est mise en cause par la diplomatie américaine. Un coup d'œil dans Source A. Il est question du marché qui est inondé d'armes légères et lourdes. Source A, qui dit avoir mené sa petite enquête, note qu'à côté de Chérol et compagnie, l'armerie dakaroise et l'établissement Fahri, seule structure autorisée à vendre
vendre des armes, il y a une litanie d'endroits où on peut acquérir et facilement les armes et leurs munitions. Le journal cite par exemple le marché Ocas de Touba et Curseringby. Et l'on reparle du meurtre de Lala Camara à Manchester. L'Observateur nous apprend que le présumé tueur est connu. Son nom, Moustapha Dia. Il a été présenté hier au juge. Quant à l'autre suspect, l'Obs fait savoir qu'il a été libéré faute de preuves. L'Obs, sous un autre aspect, se rappelle le crash de Missira. C'était le 14 mars 2018, un an aujourd'hui. L'accident avait fait 8 morts. Retour sur les lieux, reportage aux pages 10 et 11 de l'Observateur. Et sport pour terminer, le Soleil et Record chante Sadio Mané, auteur d'un doublé hier lors du match Bayern-Liverpool qui s'est soldé par une victoire des Reds 3-1. Impérial Sadio Mané, peut-on lire à la page de titre du journal Le Soleil, et Record s'exclame Sadio, roi de la Bavière. À vos kiosques et bonne lecture. À midi 39 minutes, point de vue aujourd'hui sur la prise en charge des maladies chroniques. Le prétexte, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du rein. Nous attendons Maître Massorna Khan, membre du conseil d'administration de l'hôpital Aristide Le Dantec, président du comité de lutte contre les faux médicaments, mais également le professeur Farika, néphrologue à l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous avons en ligne le professeur Farika. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'on célèbre la journée mondiale du rein. Face à l'ampleur des maladies chroniques, que faut-il faire aujourd'hui pour une bonne prise en charge des populations? Merci, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la journée mondiale du rein et surtout à la prise en charge de la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, c'est un fléau. Elle est extrêmement fréquente. Elle est coûteuse et elle a un mauvais pronostic parce que la mortalité est extrêmement élevée. Et donc, parmi le traitement, je pense que le volet préventif doit occuper une place de choix. Et cette prévention passe par des mesures très simples qui constituent les 8 règles d'or habituelles. Avoir une activité physique, contrôler sa pression artérielle, éviter l'automédication et boire suffisamment d'eau en période de chaleur. Et quand on est diabétique, se faire contrôler. Donc je pense que ce sont des mesures très simples qu'il faut faire parce que sinon on aura beaucoup investi sur le traitement, la dialyse, la transplantation rénale, mais ça ne résorbera pas le nombre d'incidents rénaux chroniques qu'on retrouve. Ça, c'est le côté prévention. Mais que faut-il faire de la part de l'État? Qu'est-ce que l'État doit mettre en place comme politique? Écoutez, là, je pense que la maladie rénale, nous l'avons toujours dit et nous continuons à le répéter. Je pense que les autorités maintenant commencent à être sensibles à ça. Il faut un programme national de lutte contre la maladie rénale, au même titre que le programme national de lutte contre le paludisme, contre les autres maladies chroniques. Et ce programme va intégrer, le volet préventif dont je vous ai parlé. Et puis maintenant, pour ceux qui sont malades, il faudra une prise en charge. Et la prise en charge sera la dialyse, qui existe déjà. Et puis faire compléter l'offre de soins par la transplantation rénale. Et qu'est-ce qui est fait déjà? Actuellement, la dialyse, quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Nous avons eu la chance quand même d'avoir participé à ce processus depuis son démarrage. En 2003-2004, quand il existait globalement un seul centre public à l'hôpital Dantec, il fallait payer 50 000 francs. Et puis les choses ont évolué. Et finalement, vers les années 2010, d'autres centres de dialyse ont été créés dans le pays et de 50 000, nous sommes passés à 10 000 francs. Et puis depuis également, de 50 malades dialysés, nous sommes presque à 1000 malades dialysés, publics, privés compris.
avec une gratuité dans les centres publics, qui sont au nombre de 23 actuellement. Donc l'objectif étant d'assurer une accessibilité géographique, c'est-à-dire que la personne malade d'un sang rénal puisse se traiter là où elle est pour éviter l'immigration médicale, comme nous l'appelons. Et maintenant, il reste des choses à faire, naturellement. Les choses à faire, la dialyse, elle implique, c'est vrai, la technique, la machine, mais il faut les médicaments qui vont avec, qui coûtent relativement cher. C'est une ordonnance qui peut varier de 50 à 100 000 francs par mois pour le malade. Des analyses à faire régulièrement également qui ont un coût. Donc actuellement, nous sommes en train d'insister, non seulement pour continuer le maillage du pays en termes de centres de dialyse, mais également pour essayer de subventionner cette prise en charge en subventionnant les médicaments et également en voyant comment subventionner certaines analyses qui sont nécessaires. Je reviens à vous dans un instant, professeur Farika. Nous avons Maître Massokhna Kane, je le disais, membre du conseil d'administration de l'hôpital Aristide Le Dantec, par ailleurs président du comité de lutte contre les faux médicaments. Alors, Maître Massokhna Kane, quel est selon vous le principal souci des malades chroniques côté prise en charge? Oui, merci. Je pense que à l'occasion de cette journée, je pourrais d'abord compatir pour la douleur et les problèmes que rencontrent au quotidien les malades et dire que vraiment nous souhaitons qu'il y ait une meilleure attention qui soit réservée au sort de ces personnes. Ils sont des citoyens qui ont droit à la santé et donc que l'État doit prendre en charge, doit soigner, doit assister, etc. Donc vraiment nous profitons de cette journée pour dire que effectivement, comme vient de le dire le professeur tout à l'heure, je pense qu'il a fait le tour de la question. Les différentes maladies chroniques qui doivent être prises en charge sont déjà nombreuses et les populations qui sont atteintes sont également nombreuses et démunies et généralement c'est des populations indigènes. C'est des populations qui sont indigentes, qui sont dans des situations terribles, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit les cancers, que ce soit les problèmes cardiovasculaires, le diabète, etc. Comme il l'a dit, il faut que l'État ait une politique nationale cohérente, détaillée, où on met les moyens qu'il faut. Ça demande beaucoup de moyens financiers, parce qu'il faut acquérir des appareils, mais d'abord le volet prévention, comme il l'a dit. Le volet prévention et ensuite le volet prise en charge. Pour ce qui concerne la prévention, il faut que les malades soient le maximum informés et éduqués à travers les médias. C'est extrêmement important. J'ai toujours dit que le fonds d'aide à la presse devait être sélectif. On devait pousser les médias à avoir des programmes d'éducation, d'information, de sensibilisation. Ce sont des médias qui ont ces programmes-là qui doivent être pris en charge au lieu que les gens passent leur temps à regarder des films, des clips. Mais maître, est-ce que les associations de consommateurs également ne devraient pas jouer ce rôle? Vous êtes président de SOS Consommateurs. Oui, mais avec quels moyens? N'oubliez pas que nous n'avons aucune subvention. Les associations de consommateurs ne sont pas subventionnées, ne reçoivent absolument même pas de cotisation. Les gens ne se défendent même pas. Vous appelez les gens pour qu'ils viennent se défendre, vous ne voyez personne. Donc nous, c'est une bataille que nous faisons contre un désert. Donc je crois que pour ce qui concerne les associations de consommateurs, on pourra vous dire énormément de choses. Mais en tout cas, je pense que comme l'a dit le professeur, il faut que l'État définisse une politique claire et cohérente, une politique nationale pour, d'abord, en termes de prévention, qu'il y ait une information vraiment suffisante, qui permette aux gens d'avoir une hygiène de vie, qu'il y ait un dépistage précoce et qu'il y ait surtout une prise en charge, correcte, par l'acquisition de plateaux techniques, de gratuité, de subvention de cherté des médicaments, des analyses, etc. Qu'il y ait vraiment
une bonne politique de gratuité pour ce qui est aussi bien de la subvention des médicaments, des analyses, etc. Donc, pour dire le professeur, il faut vraiment... Je reviens à vous dans quelques secondes, Maître Massokhna Kane. Alors, professeur, vous l'avez dit, il y a une certaine gratuité qui est remarquée pour ce qui est de l'insuffisance rénale. Est-ce que cette gratuité de certains soins, les autres personnes qui ont contracté d'autres maladies chroniques ne devraient pas en bénéficier? Je pense que, comme l'a dit Maître, je pense que tout ceci il doit s'intégrer dans un système, dans une politique sanitaire où tout est articulé. Je disais hier qu'il y a beaucoup de programmes. Programmes contre le poly, contre le diabète, contre l'hypertension, lutte contre la mortalité maternelle infantile. Je pense que tout ça, le socle et l'objectif, c'est le bien-être de la population, c'est vraiment de traiter les malades et de prévenir certaines. Donc je crois que tout ça, il faut une certaine cohérence, que les gens puissent trouver des terrains d'entente pour mener à bien ce traitement, parce que sinon c'est onéreux. On a mis, d'après nos 2 milliards dans la prise en charge des malades dialysés gratuitement, et ça prend même pas 1000 malades. Vous imaginez quand on fait le ratio en termes de coût. C'est énorme. C'est énorme comme coût. Dans les pays où tout le monde est pris en charge, l'infernal bouffe 2 à 3% du budget de santé, et ça ne concerne que 0,02 à 0,03% des patients qui sont malades. Donc je pense que ça, c'est un gros problème. Et nous également, nous devons avoir les moyens de nos politiques. Avoir les moyens de nos politiques, c'est encore une fois définir une politique cohérente, bien articulée, avoir des objectifs clairs, savoir où est-ce que nous allons, où est-ce que nous voulons aller, avec quels moyens nous pouvons y aller. Et je pense qu'avec ça, on peut y aller et intégrer tout le monde. Je pense que dans la prévention, il y a les associations des consommateurs, il faut au niveau des mosquées, au niveau des églises, les associations, les ASC. Dans certains pays, même les gens utilisent les grands jours de matchs de foot où ils font passer des spots publicitaires parce que c'est très regardé par toute la population, en particulier la population jeune également qui est vulnérable à ça. Donc je pense que tout ça, il faut que les gens s'asseyent, qu'ils réfléchissent ensemble, que tout le monde soit intégré et que ce soit vraiment un problème national où tous les acteurs puissent parler le même langage, et puis à ce moment, nous aurons des résultats appréciables. Merci, professeur Farika. Maître Massokhna Kane, très rapidement, est-ce que vous avez senti une bonne volonté de la part des politiques pour endiguer ce mal? Oui, une bonne volonté des politiques, mais c'est beaucoup de discours. Et il faut plus d'action. Il faut plus d'action, il faut plus de moyens. Donc pour vous, il y a plus de discours que d'action? Oui, ce qu'a dit le professeur, c'est pertinent. Il faut que tout le monde soit impliqué à l'élaboration, d'abord à la réflexion, puis à l'élaboration d'une politique nationale qui soit non seulement cohérente, mais qui soit complète, c'est-à-dire qui touche tous les secteurs, et qu'il y ait des objectifs clairs, je le cite, qu'il y ait des objectifs clairement définis, on sache où on va étape par étape, année par année. Merci. Comme je dis, c'est le droit à la santé. Tout le monde y a droit. Et quand on entre dans ces hôpitaux et qu'on voit la souffrance des gens qui sont concernés par ces maladies chroniques et l'impuissance même des structures de santé à les prendre en charge, ça fait mal. Merci. C'est la détresse humaine qu'on voit tous les jours quand on entre dans ces services. Merci, donc, maître. Vraiment, c'est un cri du cœur à l'occasion de cette journée qu'il y ait vraiment la définition d'un programme national cohérent. Merci, maître Massokhna Kane, membre du conseil d'administration de l'hôpital Aristide Le Dantec, président du comité de lutte contre les faux médicaments. Merci également au professeur Farika, néphrologue à l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est la fin de ce grand journal. Merci à Alunba qui a assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur RFM. Tout de suite, Allô Présidence. ngir sargal jigéenu Sénégal ak àdduna bi yëpp promo bu mag ci soumari.com